De l'actualité ce soir, le gouvernement burkinabé décide de l'allègement des conditions d'exécution des projets du programme. Une décision du Conseil des ministres de ce mercredi qui vise à rehausser les seuils de passation des marchés publics et la réduction des délais de mise en concurrence des soumissionnaires. Comment cela sera mis en œuvre? Élément de réponse dans ce journal. Et puis, 4 agents du ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation s'expliquent devant un conseil de discipline. Ils leur sont reprochés des détournements de deniers publics et le non-respect de la réglementation en matière de passation de marchés publics. Un conseil qui se veut un exemple de moralisation de l'administration publique au Burkina à suivre dans cette édition. Et puis le parcours atypique de ce immigré burkinabé en Côte d'Ivoire. Boukari Yunga, c'est son nom, a posé ses valises depuis 1936 à Soubré, à 200 km de Yamoussoukro. Dans la langue mouaga, on l'appelle Paweogo. Comment vit-il son statut d'immigré? Compte-t-il rentrer un jour au pays? Son portrait à suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Environ 53 000 personnes seraient menacées par les inondations au Burkina Faso. C'est un point fait ce matin au Conseil des ministres. Et pour faire face à d'éventuelles catastrophes, le gouvernement burkinabé promet mettre des moyens nécessaires à la disposition du CONASUR. Le Conseil qui s'est penché également sur la protection des domaines scolaires et l'application de la loi d'allègement des conditions d'exécution des projets et programmes. Le point avec Konsoum Koulibaly et Olopoda. Bientôt, la mise en œuvre de la loi d'allègement des conditions d'exécution des projets et programmes de développement au Burkina Faso. Le Conseil des ministres de ce 3 août a adopté un décret relatif à l'application de cette loi. Une réglementation qui vise à mettre fin au retard constaté dans la mise en œuvre des projets et au faible taux d'absorption des financements. L'objectif de ce décret et de cette loi sont de réduire les délais de mise en œuvre de la concurrence entre soumissionnaires, la réduction également des délais d'application des marchés, la suppression entre autres de la double revue pour les marchés financiers par les ressources extérieures. Nous avons également mis en place tout un travail de communication et de formation des différents acteurs pour que, effectivement, dans les 6 mois, ce que nous voulons obtenir comme résultat soit possible. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le gouvernement s'engage à garantir la quiétude et la sécurité dans les écoles. Un décret de protection du domaine scolaire est adopté. Il va donc de la construction des clôtures, soit avec des briques ou avec des clôtures végétales, mais tout un ensemble de réglementations, notamment concernant l'installation de ces écoles-là, les conditions pour y avoir accès, mais également la périphérie de ces écoles-là, avec tout ce qui est débit de boissons, etc., comment on peut réparer ces situations-là. Le Conseil a aussi donné son accord pour la réhabilitation et l'augmentation des capacités d'accueil d'Azalaï Hôtel Indépendance. Il s'agit notamment de la réfection et de l'augmentation, de l'extension des capacités de l'hôtel qui va passer de 176 chambres à 230 chambres, mais également la prorogation du contrat qui avait été passé en 2004 pour une durée de 15 ans et qui devait donc s'achever en 2019, mais étant donné que ça fait 3 ans que l'entreprise ne marche plus, donc le contrat permet donc une prorogation de 3 ans, permettant donc de rattraper la durée durant laquelle l'hôtel n'a pas fonctionné. En cette période de pluie et des risques d'inondation, le gouvernement a décidé de mettre à la disposition du CONASUR les moyens nécessaires pour faire face aux éventuelles catastrophes. Selon les chiffres, 53 000 personnes seraient menacées au Burkina Faso. Le Conseil qui a adopté un décret portant réglementation de l'abattage et de l'exportation des asins, des camelins, des équins et de leurs produits au Burkina Faso. L'adoption de ce décret permet, selon le Conseil, de doter notre pays d'un cadre juridique réglementant l'abattage et interdisant l'exportation des asins, des camelins, des équins et leurs produits. Pour aller plus loin dans cette décision, je reçois le ministre en charge des ressources animales et halieutiques, M. Sommango Koutou. Bonsoir.
Bonsoir, Hussein. Merci de venir répondre à nos questions. On l'a vu récemment, l'abattage des ânes à Balolé, à quelques encablures de Ouagadougou, a défrayé la chronique. Est-ce que de façon générale, vous pouvez nous donner une idée de ce que ce phénomène représente à travers le pays? Parce qu'il n'y a pas que seulement Balolé, il y avait aussi dans la Kossi. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est un phénomène qui ne s'est pas seulement produit à Balolé, c'est pratiquement dans 6 régions du Burkina Faso, le centre, l'est, le Sahel, la Boucle du Moun, le centre-ouest, etc. Et quand on regarde les chiffres, jusqu'en fin 2015, nous étions encore dans les normes, à peu près moins de 25 000 ânes tués dans le Burkina Faso. Et c'est à partir de 2015, en fin d'année 2015, que effectivement le nombre a progressé de façon exponentielle pour prendre une ampleur assez inquiétante dans les premiers mois de 2016, qui nous a poussé, en tout cas, dans le premier semestre 2015, nous sommes à près de 65 000 pots que nous avons pu contrôler aux frontières. Et là, nous ne comptons même pas avec l'abattage clandestin, qui fait peut-être le double de ce que nous avons pu contrôler aux frontières. Oui, et la population générale de ZAN au Burkina est estimée à plus de 1 million. Oui, notre recensement nous donne 1 337 000 ASIN pour 2015. Et selon nos projections, d'ici 2019, nous serons à peut-être 1,5 million, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'âne est un animal qui se reproduit très difficilement. Et pratiquement, l'âne bat tous les 2 ans en moyenne. Et un an, c'est vraiment exceptionnel, sinon c'est vraiment 2 à 3 ans que l'âne bat. Donc, alors quand on essaie de faire l'extrapolation des abattages, en 2019, nous aurons 1,7 million et quelques ânes battus. Ce qui veut dire qu'en 2020, si nous laissons courir, on n'aura plus d'ânes en début 2020. Oui, monsieur le ministre, est-ce que vous avez une idée de ce que ces pots d'âne peuvent servir? Parce que quand il y a engouement, certainement qu'il y a un intérêt particulier. Selon les informations qui nous reviennent et qui sont assez importantes, c'est que ces pots d'âne seraient utilisés par des apothicaires étrangers et que dans ces contrées, l'âne n'existe plus. Alors ils se sont rabattus en Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne, à la recherche de cette espèce qui existe. Ce n'est pas seulement au Burkina Faso. Déjà, on nous dit que dans un pays du centre, l'Afrique centrale, au Tchad particulièrement, l'espèce est devenue très rare parce que ça a commencé par là-bas, ça a envahi le Mali, le Sénégal, pour aujourd'hui être le tour du Burkina Faso. Donc, il semblerait que c'est pour des produits pharmaceutiques, puisque c'est des apothicaires. Et là, c'est tout ce que nous avons comme information. Et là n'est pas le problème. Notre problème est que nos amis les ânes sont en train de disparaître et nous avons voulu quand même mettre un frein pour essayer de revoir les perspectives. Justement, et ce décret pris en Conseil des ministres ce matin comble ce vide juridique. Oui, ça comble parce qu'effectivement, on avait des textes, mais des textes du point de vue sanitaire. Mais on ne savait pas, puisque jusque-là, comme je le dis, jusqu'en 2015, fin 2015, personne n'avait imaginé l'exportation de peau d'âne, puisque nous n'avons jamais, de nos statistiques en tout cas, nous n'avons pas enregistré une seule peau d'âne d'exporter jusqu'en début 2015. Ce n'est qu'à partir de 2015 qu'effectivement cette peau a commencé à être recherchée. Et nous avons en tout cas mis ces textes pour freiner, essayer de voir un peu, en tout cas pour sauver l'espèce qui est pratiquement menacée d'extinction. Et on a vu également certains des abatteurs, en fait ceux qui s'adonnent à cette pratique, disent qu'ils ont des textes, en fait ils ont des autorisations qui les met à l'abri de toute poursuite. Cela veut dire qu'avec cette décision du Conseil des ministres, aujourd'hui on va faire le ménage dans le domaine. Bon, je ne sais pas de quelle autorisation on parle, moi je n'ai pas vu d'autorisation. Je sais que même l'abattoir qui a fait la chronique, Balolé, effectivement c'est un abattoir privé, mais de ce que je sais, du texte que j'ai reçu en tout cas, Balolé était destiné à l'abattage de bovins et de caprins et d'ovins, pas d'âne. C'est parce que ces derniers temps, c'est un commerce, la ruée vers la peau a fait qu'effectivement on s'est concentré à mettre en place une unité d'abattage d'âne. Sinon, nous savons l'histoire au moins de cet abattoir.
Bon, mais du reste, nous avons dit que peut-être c'est un business, et pourquoi pas ne pas en profiter, mais comme je le dis, la reproduction est très difficile sur cet espace, si bien que si nous laissons faire dans les 2 ans, nous n'aurons plus l'espèce. C'est pour ça que nous avons en tout cas voulu réglementer de sorte à ce que nous puissions, dans le laps de temps, essayer de réfléchir comment développer la filière, essayer de voir comment reproduire, développer cet élevage de l'espèce qui va nous permettre à un moment donné de revoir comment la situation. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être passé. Je rappelle que vous êtes ministre en charge des ressources animales et halieutiques et vous êtes venu nous parler de cette loi prise en conseil. Oui, allez-y. Ce que je voudrais ajouter, c'est que nous avons voulu étendre le texte aux équins et aux camelins, entendant par les chevaux, et les chameaux, les dromadaires, parce que c'est des espèces qui sont qui ont des similitudes dans notre société, qui ont un certain rôle pratiquement commun dans notre société. Donc nous avons anticipé pour éviter qu'après les ânes, ce ne soit autour de ces espèces-là qui soient attaquées. Merci à vous d'être passé répondre à nos questions. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et pour la suite du journal, on l'a vu, le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, est au rapport. Pour sa 9e session ordinaire, le CONASUR et ses partenaires vont examiner le bilan des activités de 2015, mais aussi réfléchir sur les activités de l'année en cours, surtout que le Burkina Faso n'est pas à l'abri des catastrophes. Il s'agit donc pour le CONASUR et ses partenaires de se définir une feuille de route pour améliorer les interventions futures du CONASUR. Les explications de Urbain Benito Somé et de Nathalie Sawadgo. Pour l'année 2015, environ 400 000 personnes victimes de catastrophes liées aux inondations, aux vents et aux conflits intercommunautaires et des personnes vulnérables ont été prises en charge par le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Une situation préoccupante qui amène les membres statutaires et les partenaires techniques et financiers à échanger pour trouver les voies et moyens afin de prévenir ces catastrophes. Nous allons valider le plan d'action 2016 afin de nous permettre de voir dans quelle mesure nous pouvons être mieux préparés pour faire face aux catastrophes et également apporter des réponses adéquates aux populations sinistrées. La problématique du relèvement et reconstruction pour les personnes sinistrées sera débattue. D'où le thème « Évaluation des besoins post-catastrophe et relèvement des personnes sinistrées, enjeux et perspectives ». Il nous faut avoir des données fiables qui permettront à bien cibler, à faire en sorte que tous ceux qui auront besoin de protection puissent en avoir, à faire en sorte que là où il faut investir pour le relèvement, que ce financement aille là où il faut et surtout à faire en sorte que le plan qui doit être défini pour le relèvement soit un plan crédible. Au sortir de cette rencontre, des solutions devront être trouvées pour permettre de mener des actions fortes en vue de prévenir ces catastrophes au Burkina Faso. Dans l'actualité ce soir, 4 agents du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure comparaissent depuis ce matin devant un conseil de discipline. Les faits qui leur sont reprochés sont relatifs à des détournements de deniers publics et le non-respect de la réglementation en matière de passation de marchés publics. Les faits sont commis entre 2015 et 2016 dans les communes de Nasséré, de Djibo et au Haut-Commissariat de la province du Kadiogo. Le ministère de la décentralisation entend ici montrer l'exemple à travers ce conseil de discipline pour la moralisation de l'administration publique. On fait le point avec Konsoum Koulibaly et Aimé Solange Guigma. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure traduit ici 4 de ses agents en conseil de discipline après une enquête de l'inspection générale des services publics. Les 4 concernés sont accusés de vol, de détournement de deniers publics, de non-respect de la réglementation en matière de passation de marchés publics et d'absentéisme. Les faits qui leur sont reprochés ont été commis durant 2015 et 2016.
À travers ce premier conseil de discipline, le dit ministère veut jouer la carte de la transparence dans la gestion du service public. Nous voulons également, à travers la tenue de cette session du conseil de discipline, assurer aussi et rappeler l'obligation de probité, de désintéressement, l'obligation de service fait qui doit incomber à tout agent de la fonction publique sous peine justement des sanctions qui sont prévues par la loi portant statut général de la fonction publique. Composé de 10 membres, ce conseil a 2 jours pour examiner les 4 dossiers et proposer des sanctions qui sont de plusieurs ordres. Bon, les sanctions sont de 3 degrés. Il y a les sanctions de premier degré qui ne sont pas du ressort du conseil de discipline. Il y a également des sanctions de 2e et 3e degré qui sont de ce point de vue du ressort du conseil de discipline. Et pour ce qui nous concerne, ça va de l'abaissement d'échelon à la révocation sans suppression du droit à la pension. Les sanctions issues de ces travaux seront soumises au premier responsable du département qui décidera du sort des 4 agents incriminés, dont 2 sont de la commune de Nasséré, 1 de la commune de Djibo et l'autre du Haut-Commissariat du Kadiogo. Le ministre en charge de l'énergie était ce 2 août à la Sonabel. Alpha Oumar Dissa a pu visiter 2 sites, notamment la direction générale de la Sonabel et la centrale électrique de Ouaga 2 à Goungué. Le ministre Dissa affirme au cours de sa visite être venu s'imprégner des réalités des travailleurs et les encourager. Le témoignage de Célestin Moukoun d'Abiré. Alpha Dissa en visite à la direction générale de la Sonabel. Au personnel, le ministre en charge de l'énergie a décliné sa vision pour la nationale de l'électricité. Alpha Dissa veut donner une autre orientation à la structure en vue de soigner son image vis-à-vis des usagers. Il faut être à l'écoute de la clientèle et l'exemple est donné ici par le ministre lui-même. C'est le ministre de l'énergie qui vous parle, je suis en visite et j'ai demandé à ce que je sois en contact avec le client qui est en train de parler. Merci beaucoup, c'est des citoyens comme ça que nous voulons. Vous êtes un citoyen responsable. Vous avez vu donc un compteur qui est tombé et donc vous avez interpellé la Sonabel. Continuez comme ça dans la convivialité. Du service clientèle à celui de la distribution et du dépannage, Alpha Dissa s'est imprégné des conditions de travail des agents à qui il a prodigué des conseils. Pour le ministre, seule une communication franche permettra à la Sonabel d'acquérir la confiance de sa clientèle. Au niveau donc du paiement des factures, on a des processus qui sont en cours dans la relation donc, avec les banques pour pouvoir mettre donc des mécanismes de paiement faciles. Et nous avons également dit que même dans le traitement donc, des dossiers, nous allons donc apporter un certain nombre d'améliorations pour pouvoir donc amener les clients à pouvoir faire confiance à la Sonabel. Mais parallèlement à tout cela, nous allons aussi beaucoup communiquer pour que les clients sachent que derrière la Sonabel, c'est une équipe qui travaille. La satisfaction du client doit être au centre des efforts du personnel. Pour cela, la Sonabel doit s'inscrire dans une démarche qualité, a martelé le ministre Dissa, qui a terminé sa visite par la centrale électrique Ouaga 2. Il faut de la transparence dans les élections consulaires à la Chambre de commerce du Burkina prévues en novembre prochain. Le comité de pilotage de ces élections a rencontré ce matin les groupements d'associations du secteur privé pour les rassurer. Le comité qui a procédé également à l'installation de la commission d'organisation de ces élections. Mounir Akere. Voici qui installe les membres de la commission d'organisation des élections consulaires et ceux de la sous-commission de contrôle des listes électorales. Ils ont pour mission de veiller au bon déroulement des élections du 13 novembre prochain et de mettre en place un fichier électoral fiable. On a mis en place ces différentes commissions afin de permettre ce que l'organisation de ces élections soit les plus transparente et qu'il y ait beaucoup d'équité pour que nous puissions véritablement donc mener ces opérations, en tout cas dans un climat apaisé. Après cette série d'installations, place à l'information. Les associations et groupements professionnels d'entreprises privées s'imprègnent des contours du processus électoral. Le but est de partager avec eux les principales réformes contenues dans les nouveaux textes statutaires de la Chambre de commerce. Il y a de nouvelles donnes. Avant, il y avait d'autres partis qui n'étaient pas là.
mais je constate qu'il y a beaucoup d'améliorations. Toutes les catégories ont eu à donner leur avis là-dessus. Les amendements ont été faits. Le gouvernement même a repris à un moment donné certains articles. Alors je pense qu'aujourd'hui, le consensus quand même est requis. Les élections du 13 novembre prochain devront permettre de renouveler les instances de la Chambre de commerce, une institution qui se veut plus représentative des milieux d'affaires burkinabais. Et puis je vous le disais en titre, le parcours atypique de cet immigré burkinabé en Côte d'Ivoire. Boukari Yunga, c'est son nom, a posé ses valises depuis 1936 à Soubré, à 200 km de Yamoussoukro. Il est originaire de Titao dans le Lorum. Son dernier séjour au pays date de la période révolutionnaire. Dans la langue mwaga dont il est locuteur, on l'appelle Paweogo. Comment vit-il son statut d'immigré? Compte-t-il un jour rentrer au pays? Nyarkiteda et Mokhtar Ouedraogo sont allés le rencontrer. Son portrait à travers ses images et commentaires. Regardez cet homme. Il peine à se déplacer. Cela fait 80 ans que ce Paweogo, originaire de Titao dans le nord du Burkina, est ici en Côte d'Ivoire. Sa venue dans ce pays a toute une histoire. Une histoire qu'il a bien voulu nous conter ici à Soubré, dans son campement. Un jour, j'ai décidé d'aller au Mali. Donc, c'est du Mali, j'ai eu l'idée de venir vers la Côte d'Ivoire pour venir chercher du cola pour repartir vendre au Burkina. Une fois à Daloa, le vieux Yunga va abandonner l'idée de faire le commerce de la cola. Il va arriver à Tabou à pied, comme il a d'ailleurs fait du Mali à Daloa. Et là-bas, c'est aussi une autre aventure qui commence. On n'a pas eu la cola. Donc, c'est pour cela qu'on a eu l'idée de continuer à Tabou. Donc, avec quelqu'un qui nous avait dit d'aller là-bas, qu'il y a du travail. Donc, on a pu chercher la cola, on a continué à Tabou. Après cette longue tournée, Yunga va enfin se décider. Installé désormais à Soubré dans la région de l'Anawa, à quelques 200 km de Yamoussoukro et à près de 400 km d'Abidjan, il s'est lancé dans la plantation avec son tuteur. On faisait le compte du contrat. Donc on aidait les planteurs à récolter leur café et ils nous donnaient un peu et nous aussi on cessait à côté et c'est avec ça on revendait. Progressivement le café va faire place au cacao et Yunga deviendra plus tard propriétaire d'une plantation. J'ai demandé la place à ce vieux-là, ce vieux qui m'a accueilli, qui m'a donné une place à m'installer et il m'a donné aussi une portion de terre sur laquelle j'ai planté le cacao. Aujourd'hui, son campement est devenu un hameau où il vit avec ses épouses, l'une la 80aine et l'autre la 50aine, de même qu'avec ses enfants, ses petits et arrière-petits-fils dans une plantation presque démunie. Tous ceux qu'on a vus en place, beaucoup sont morts. Le café, le cacao aussi qu'on avait planté, actuellement, presque les cacaoyers sont morts. Et quand on lui demande son dernier passage au pays natal, il n'a pas de date exacte. Sa référence, pendant le règne des révolutionnaires dirigés par le capitaine Thomas Sankara. Arrivé vers 1936 à Soubré, à la recherche de l'Eldorado, voici ce qui lui reste, une bananeraie. Yunga est devenu malvoyant et est de nos jours le chef de la communauté Moussi de la zone de Soubré. L'ONG Nouvelle Vision de l'Afrique, Novo Africa, a destiné le Grand Prix international panafricain des leaders 2016 au Burkinabé Jean-Baptiste Natama. Ce prix de la catégorie meilleur promoteur de la diplomatie en Afrique lui a été décerné à Casablanca au Maroc le 29 juillet dernier. C'est l'appréciation positive de son parcours diplomatique qui est reconnue par ce prix dont il est le premier lauréat. Jean-Baptiste Natama l'a présenté à notre équipe ce 2 août à Ouagadougou. Draman Guéné, Fabrice Nébier. Jean-Baptiste Natama présente fièrement sa récompense internationale, le prix panafricain des leaders du meilleur promoteur de la diplomatie en Afrique. Il est le tout premier lauréat dans cette catégorie de l'ONG Nova Africa, nouvelle version de l'Afrique. Le long parcours diplomatique du Burkinabé a milité en sa faveur parmi la multitude de prétendants. Il sert d'abord au Burundi, en République démocratique du Congo et au Rwanda pour le compte de l'Union africaine et de l'ONU. Avant de retourner au Soudan, où j'ai été le premier chef de la mission de l'Union africaine pour le Darfour,
Ensuite, je suis revenu, j'ai dirigé le mécanisme africain d'évaluation par les pairs pour ensuite également être le directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Et actuellement, je suis vice-président Afrique de l'Alliance mondiale des PME. Le lauréat burkinabé considère cette récompense internationale comme une invite à mieux faire. Et pour le réussir, il compte sur tous les Burkinabés à qui d'ailleurs il dédie ce prix. Le fait que j'appartienne au peuple burkinabé, à qui on reconnaît un certain nombre de valeurs, et pour moi, ce sont ces valeurs dont j'ai hérité de ce peuple-là qui sont récompensées, parce que c'est l'amour du travail bien fait. Natama est également lauréat de plusieurs autres prix à l'international. Diplomate médiateur, il est aussi expert en stratégie et auteur de plusieurs écrits. En sport, la Coupe du Faso, version féminine, renaît de ses cendres. Après l'édition 2011, les clubs de football ont rivalisé cette année pour désigner le vainqueur de la présente édition. La finale qui se joue ce jeudi 4 août au stade municipal met aux prises Princesse contre Étincelle. De l'étincelle dans l'air, nous préviennent ici Souleymane Sanou et Khalifa Ouattara. Elles étaient 14 équipes à s'engager pour la renaissance de la Coupe du Faso, version féminine. Au finish, 2 clubs, les Princesses du Kadiogo et les Étincelles, ont l'honneur de jouer une finale de Coupe du Faso, après la première édition jouée en 2011. L'équipe des Princesses du Kadiogo, deuxième du championnat, entend confirmer sa suprématie après 2 victoires en championnat sur les Étincelles. Notre avantage, c'est l'expérience. L'expérience parce qu'on a déjà joué ce genre de compétition plusieurs fois, la finale de compétition plusieurs fois. Et c'est ça qui peut, en tout cas, être à notre faveur. Je pense que cette coupe, ça représente beaucoup de choses pour nous. Parce que l'année passée, on a été 5e. Cette année, on a été 2e. Mais la coupe, je pense que, Inch'Allah, on va la remporter. Il n'y a pas 203 dit-on. La jeune équipe des Étincelles entend démentir ce dicton et montrer qu'aux Zambiennes, la valeur n'attend point le nombre des années. L'objectif, c'est le trophée. On a vu que notre adversaire aime bien les 2e places, donc demain tout naturellement. on va quand même les faciliter la tâche d'être 2e. C'est un grand honneur pour nous de jouer cette finale. Parce que c'est notre première fois de jouer cette coupe. Comme le coach l'a dit, notre adversaire, ce sont des expérimentés. Et nous sommes très jeunes, mais ce n'est pas pour autant qu'on va les laisser nous battre. Il faudra élever son niveau de jeu pour remporter les 1 500 000 qui récompensent le vainqueur de la Coupe du Faso en dames. Rendez-vous est pris pour ce 4 août au stade municipal de Ouagadougou. À l'étranger, élection municipale en Afrique du Sud, un test pour Zuma. Les Sud-Africains ont commencé à voter ce mercredi pour des élections municipales aux allures de test politique pour l'ANC et le président Jacob Zuma, dont le second mandat est miné par les scandales de corruption et la stagnation économique. Regardez. Élection municipale en Afrique du Sud, aux allures de test national pour le parti au pouvoir, l'ANC. Pour la première fois en effet depuis la fin de l'apartheid, l'opposition pourrait l'emporter dans plusieurs grandes villes. Plus de 26 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les cadres du Congrès national africain sont sous pression et en premier lieu le président Jacob Zuma, déjà affaibli par plusieurs scandales et par la crise économique qui mine le pays. Les regards se focalisent sur 3 villes, la capitale Pretoria, Johannesburg et enfin Port Elizabeth. C'est dans cette localité que l'opposition a le plus de chances, selon les sondages, de remporter la victoire. Dans cette ville, le chômage atteint 36% de la population active, un taux qui s'élève au niveau national à 27%. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce mercredi, revue de presse signée Evelyne Dabiré. Retour des quotidiens de ce jour sur les concours de la fonction publique. L'Express du Faso fait une étude comparative des postes à pourvoir, plus de 11 000 postes en 2016 contre un peu plus de 9 000 en 2015. Ce quotidien conclut à une progression globale, mais une progression jugée insuffisante par le journal Le Quotidien, qui estime que la demande dépasse énormément l'offre.
Pour ce journal, l'État fait face chaque année à un nombre limité de postes à pourvoir et à des diplômés toujours plus nombreux. Il arrivera donc un moment où la demande fera exploser la machine à emploi de l'État, explique ce journal. Notre temps s'interroge alors, ne faut-il pas dire courageusement aux jeunes que la fonction publique ne peut pas employer tous les jeunes? Ce journal tire sur la sonnette d'alarme. Plus que jamais, nous devons innover. Même son de cloche dans le journal Le Quotidien qui écrit « Il est impératif de réorienter les choses ». Et la solution du quotidien est ceci, il reste aux jeunes eux-mêmes de rivaliser d'imagination et d'avoir l'esprit start-up. Autre sujet analysé par les journaux, les frappes américaines en Libye. Aujourd'hui, Ofaso informe que les États-Unis continuent de pilonner la ville de Sirte, malgré des voix qui s'élèvent pour désapprouver l'action des Américains. L'objectif de ces frappes est de s'emparer de ce qui apparaît comme le dernier rempart de l'organisation terroriste en Libye, explique ce journal. L'observateur Palga s'interroge alors, que vont devenir ces terroristes quand ils auront été neutralisés? A-t-on pensé ce coup-ci au service après-vente? Car, poursuit ce journal, il faut craindre que les survivants se redéploient dans les pays voisins comme le Mali, le Niger ou l'Algérie. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.